Bonjour, cher Dino Reyan, et puis merci infiniment de nous honorer et d'honorer le Centre Médem de votre présence lors de cette soirée consacrée, avec Paul Mémy, à la question du contrôlisme chinois, et d'ailleurs de manière plus large, au contrôlisme à l'ère numérique comme il se développe, y compris dans les démocraties occidentales. Mais bien sûr, au cœur de ce développement est la Chine, et au cœur de la violence chinoise est le destin de votre peuple ouïghour, dont vous nous parlerez. Alors je voudrais peut-être d'abord commencer par vous-même et que vous nous racontiez un petit peu votre destin de Française, puisque vous êtes de nationalité française. Comment êtes-vous venue en France? Et puis, quelle est votre histoire universitaire aussi, avant que nous abordions la question géopolitique et humanitaire. Merci François pour cette invitation, Paul. Et c'est un honneur aussi d'être ici dans ce centre extrêmement important symboliquement. Et pour moi aussi, je suis très émue aussi. Eh bien, je suis actuellement enseignante à l'INALCO. Je donne des cours des études ouïghours. Et sinon, je suis sociologue. Et eh bien, je suis aussi présidente de l'Institut ouïghour d'Europe. Et je suis arrivée en France il y a environ 16 ans, plus de 16 ans. Et j'étais une jeune étudiante venant en France pour des études de journalisme afin de dénoncer le colonialisme chinois. Et voilà. Et ensuite, par la suite, j'ai fait des études de communication finalement. Et ensuite, voilà, je me suis redirigée en sociologie pour faire une thèse par la suite en sociologie. Et voilà, j'en suis. Sur le thème des Ouïghours et de la diaspora ouïghour? Tout à fait. D'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce que pour ma thèse, j'ai travaillé sur la question du rôle de nouvelles technologies dans la constitution des nouvelles diasporas, dont le cas de la diaspora ouïghour. Oui. Oui. De combien est-elle, cette diaspora, actuellement? Nous estimons environ 1 million d'Ouïghours dans la diaspora, dont la majeure partie se trouve dans les pays turciques de l'Asie centrale. On appelle d'ailleurs la région ouïghour, on devrait l'appeler comme ça, le Turkostan. Oui, les Ouïghours l'appellent Turkestan oriental. Voilà, pour rejeter l'appellation chinoise. Tout à fait. Peut-être que vous nous le racontez un peu. Oui, tout à fait. Parce qu'on entend souvent parler du Xinjiang. Exact. En tout cas, c'est ce que la Chine dit. Tout à fait. Xinjiang, c'est une appellation chinoise qui signifie en chinois nouvelle frontière, nouveau territoire. D'ailleurs, par ailleurs, en fait, fin du 19e siècle, lorsqu'en fait ils ont nommé ce territoire avec ce nom chinois, et ce nom faisait référence également à tout ce qui signifie le colonialisme. Dans le dictionnaire, qui est disponible toujours d'ailleurs. Oui. C'est un nom générique. C'est un nom donné pour la région. Pour la région ouïghour. Les Ouïghours appellent Turkestan oriental par rapport à la République de Turkestan oriental que les Ouïghours avaient avant l'invasion chinoise de CCP, de la Chine actuelle communiste. C'est pourquoi les Ouïghours rejettent le nom Xinjiang, qui est un nom clairement, qui est un terme colonial. Et à partir de quand, au moment de l'Union soviétique, donc la Chine et l'Union soviétique tenaient d'une certaine manière ce pays dans sa tenaille. Quand s'est effondrée l'Union soviétique, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour les deux régions de votre pays? Parce qu'elles sont deux, je crois. Une seule, mais enfin le Turkestan, c'est en réalité avant, 19e siècle, milieu du 19e siècle, ça marque en fait le Great Game dans l'Asie centrale, qui est entouré par 3 empires, dont l'empire russe, l'empire chinois et l'empire britannique, qui est englobé à l'époque encore l'Inde. Et les Russes, ils ont commencé à envahir la partie occidentale de cette région, l'Asie centrale qu'on appelait autrefois Turkestan dans son ensemble.
Et ensuite, la Chine a commencé à envahir la partie orientale, d'où cette Dès appellation. 1949? Non, non, pas du tout. C'est milieu du 19e siècle. Milieu du 19e siècle. Et que finalement, en fait, la région ouïghour, elle était complètement envahie, annexée par l'empire chinois. En réalité, c'était pas de l'ethnie chinoise, mais mandchou, en 1884, en nommant le pays avec ce nom déjà, colonial. en 1884. Tout à fait, 1884. Cependant, c'était pratiquement la fin de cet empire et que la Chine est tombée dans une guerre d'abord pour, la guerre républicaine pour faire tomber l'empire mandchou. Ensuite, à partir de 1921, c'était la guerre interne, la guerre civile entre les communistes et les républicains, qui a duré jusqu'à la victoire des communistes et de Mao Tse-tung. Pendant ce temps-là, les Ouïghours en ont profité pour proclamer leur propre indépendance. La République de Turkestan oriental, qui est mise en terme à la fois par Mao Zedong, mais surtout par Staline, parce que, évidemment, Staline ne souhaitait pas un État indépendant, même si c'est un État laïque, pro-communiste, mais tout de même musulman. Donc, surtout turcophone. Et Staline préférait cette région annexée par une grande Chine communiste que d'être indépendant, qui va donner de l'espoir à ces colonies turcophones. Bon, il faut dire aussi que votre pays est très riche en ressources. On y reviendra dans le cadre du développement gigantesque des routes de la soie, parce que c'est une des raisons pour lesquelles la violence du pouvoir chinois s'est abattue sur votre région. Et à partir donc de 1949, vous êtes Xinjiang, vraiment, complètement. Et la situation évolue comment pendant cette période de la deuxième partie du XXe siècle? C'est un État immobile où, de manière un peu lente, la Chine commence sa politique de colonisation. Tout à fait. Dès 1949, la politique de colonisation commence, d'où en fait, chaque année, il y a de contestations. C'est normal, lorsqu'en fait il y a un rapport colonial instauré, forcément la population locale colonisée, ils contestent. Et il y a toujours de contestations. Et que ça a été classé comme séparatisme. Toute contestation de la part des Ouïghours. Donc pas nationalisme, mais séparatisme. Séparatisme. Cependant, jusqu'à les années 80, jusqu'à la mort de Mao Zedong, toute la Chine était tombée dans le chaos. Avec les campagnes complètement désastreuses de Mao Zedong, et puis notamment en fait les 10 ans de horrible révolution culturelle qui a causé plusieurs millions de personnes qui sont mortes pendant cette période-là, et que forcément tout cela a affecté également la région ouïghour. Et ensuite, pendant tout ce temps-là, en fait, la politique principale, c'était le changement démographique. Donc, instaurer les trains et envoyer massivement des migrants colons chinois dans la région pour peupler la région. Ensuite, à partir... Donc les Han venaient dans une sorte de déportation à l'envers, en quelque sorte. C'était pas de déportation, puisqu'en fait c'était, encouragement. Ils venaient avec, avec des promesses de terre et de l'argent et des appartements, etc. Et plus de, ensuite... les Ouïghours, eux, n'ont pas été déportés. Non. Et puis, à partir de la mort de Mao Zedong, c'est Deng Xiaoping qui a pris le pouvoir et qui a instauré le capitalisme chinois en ouvrant les frontières. Et puis ensuite, en 91, c'est la chute de l'URSS, que les États cousins des Ouïghours ont proclamé leur indépendance, et que la Chine immédiatement pris des stratégies avec les pays nouvellement indépendants afin d'éviter un nationalisme ouïghour qui serait inspiré des États nouvellement indépendants. Et ainsi, et que d'une part en fait politiquement, mais aussi notamment économiquement, les pays de l'Asie centrale ont été conquis.
par la Chine. Et ensuite, en 1996, la Chine, avec la Russie, a formé le club de Shanghai, qui est devenu l'organisation de Shanghai et l'organisation de coopération de Shanghai. À la base, c'était purement contrer d'une part le séparatisme ouïghour et d'autre part pour la Russie, séparatisme tchétchène. Par la suite, et Hong Kong aussi, sans doute. Hong Kong à l'époque n'était pas encore, encore. Parce que Hong Kong il est entre guillemets revenu à la patrie à partir de 1997. Voilà, donc c'est un peu postérieur par rapport et à la guerre de Tchétchénie et à la position des Ouïghours qui sont un peu en parallèle du point de vue des empires en tout cas. Tout à fait, puisqu'en fait ils demandent également leur indépendance. C'est une indépendance radicale qui est demandée ou c'est une relative indépendance culturelle par exemple à l'intérieur de l'Empire ou c'est vraiment une indépendance complète du territoire? Disons qu'en fait la colonisation elle date pas de si longtemps, depuis 1949 et que une population elle est colonisée, elle aspire à faire sortir les colons. C'est un désir tout à fait humain et normal. Et dans lequel effectivement, votre remarque est tout à fait juste, puisque je pense jusqu'à instauration de ces politiques génocidaires, il y avait certainement des élites ouïghours. L'élite ouïghour, elle aspirait, une bonne partie en tout cas, aspirait à une indépendance, comme vous dites, culturelle, dans lequel les Ouïghours peuvent développer leur culture, leur manière de vivre librement. Ce qui avait été l'espérance d'ailleurs des gens qui ont fondé le centre où vous êtes. Les bundistes avaient aussi cette volonté d'une politique culturelle autonome à l'intérieur de la future Union soviétique. Et les choses n'ont pas été possibles. Tout à fait. Je crois que les choses ne sont jamais possibles dans cet ordre. Dans cet ordre, non. Lorsqu'en fait, parce que la base n'est pas bien fondée, la base est coloniale. Et donc l'infrastructure, on dirait peut-être. Absolument. Et dans lequel, mais les choses pour les Ouïghours ont changé, notamment, déjà en fait à partir des années 90, la stratégie chinoise afin de siniser les Ouïghours, rendre chinois les Ouïghours, a été déjà d'une part dès 1949, ça avait commencé avec la politique de migration massive. Et pendant jusqu'à les années 80, les Ouïghours ont été forcés à être assimilés aux Chinois. C'est là qu'a commencé la politique des grands frères et des grandes sœurs de ces... Non, ça c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Tout nouveau, mais cependant, ce que j'essaie de dire, depuis la politique, ce qu'on voit aujourd'hui n'est absolument pas une surprise, c'est la suite logique d'une politique coloniale qui a commencé dès 1949. Et que parfois la Chine a utilisé des méthodes dures, comme elle explique elle-même, parfois des méthodes plus douces, comme par exemple, à la suite de la mort de Mao Zedong, pendant environ 10 ans, dans toute la Chine, le gouvernement chinois a adouci la politique, donnant un peu plus de liberté de la publication, etc. Mais cependant, à partir des années 90, avec la chute de l'URSS, la Chine a commencé à s'inquiéter de l'aspiration indépendantiste des Ouïghours et donc a cherché à limiter la liberté des Ouïghours, déjà qu'il y avait peu de liberté, vous en doutez, déjà pour toute la Chine. Et ensuite, l'une des méthodes, c'est aussi envoyer... à partir fin 80 aussi, marque aussi l'instauration de la diplomatie avec les pays musulmans, arabes notamment. Et à partir de là, la Chine a commencé à envoyer des jeunes Ouïghours pour les former dans des pays très différents, dans des pays arabes très différents, religieusement, dans la logique, dans la position religieuse, comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est-à-dire que n'a pas été choisi du tout, je dirais, des pays à islam modéré ou raisonnable. Non, justement volontairement. Pas. Volontairement, volontairement, elle a choisi 3 destinations qui sont connues pour trois positions totalement différentes, totalement opposées. Et que parce que les Ouïghours, l'Asie centrale, l'islam de l'Asie centrale, c'est très particulier, très culturel. Est extrêmement transformé en culture. Et ça fait partie de l'identité,
et l'identité culturelle. Et que les gens ils le vivent comme plus une culture qu'une religion. Et que dans lequel les Ouïghours, la Chine envoie ces jeunes Ouïghours pour les former en religion dans ces 3 destinations qui sont totalement opposées. En somme, pour défigurer l'islam, disons, pacifique de la culture ouïghour. Pour former des différences à l'intérieur des Ouïghours, pour les diviser. Régner, diviser pour régner. Exactement. Et puis, cette histoire tragique s'est accélérée, en quelque sorte. Tout à fait. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette accélération qui aujourd'hui fait que, pour ainsi dire, beaucoup de la communauté mondiale, mais pas tous les membres de la communauté mondiale, reconnaissent le caractère génocidaire de l'action de la Chine dans ce pays ouïghour? La date la plus marquante, je pense que c'est 2001, septembre 2001, avec l'attentat de New York. Un attentat qui n'a aucun rapport avec les Ouïghours, dans un pays extrêmement éloigné des Ouïghours, mais je pense que les Ouïghours, c'était la population la plus affectée négativement par cet attentat. Les Ouïghours sont à majorité musulmane. Tout à fait. La majorité musulmane, et la Chine en mais a tous profité. Les Ouïghours ne sont pas musulmans. Non, pas du tout. Et il y a d'autres populations, les Huls, je crois, qui eux ne sont pas menacés. Les Hui. Mon accent est à faire progresser. Oui, tout à fait. Tous les Ouïghours ne sont pas musulmans. Voilà. Et que être musulman n'est pas la première marque des Ouïghours, c'est loin de là. C'est ça. Et puis pour les Ouïghours surtout, leur culture, leur identité culturelle est extrêmement importante. Et, bien plus divers que ce monisme ou cette réduction commode politiquement de votre peuple à une seule chose, c'est-à-dire des ennemis. C'est ça. Et à l'islam. Tout à fait. Et à partir de 2001, ça marque vraiment une date importante, et qu'à partir de là, les États-Unis qui a propulsé l'idée de la guerre internationale contre le terrorisme, qui a été adoptée par de nombreux pays immédiatement, qui a arrangé aussi certains pays autoritaires à réprimer certaines populations dans leur pays, et que la Chine, avec les États-Unis, la Chine a soutenu l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis en échange de faire adopter par les États-Unis une organisation complètement qu'on ne connaît pas, comme une organisation ouïghour et terroriste à l'étranger. Et à partir de là, toute contestation ouïghour est classée comme terroriste. Et islamiste donc. Tout à fait. Et c'est à partir de là, c'est développé tout un tas de, qu'on appelle comme théorie de Michel Foucault, la biopolitique. Oui. Donc une population ennemie de la stabilité du pays. Une population est dangereuse à exclure de la société. C'est à partir de là qu'il s'est développé les Ouïghours en tant que peuple, un peuple dangereux à exclure de la Chine. Et, pour le bien de l'humanité. Pour le bien de la Chine. Et de la Chine. Puisqu'ils sont terroristes, tout à fait. Il y a cette excuse quasiment et totalement cynique. Complètement. Et bien entendu, ensuite aussi une autre... beaucoup de personnes m'ont demandé au départ... Pourquoi, on sait depuis des années la répression chinoise à l'égard des Ouïghours, mais pourquoi maintenant, camp de concentration, soudain, etc. Il y a de nombreux éléments il y a de nombreux éléments de contexte. D'une part, effectivement, il y a une des choses importantes, c'est la politique extérieure chinoise. Depuis la mort de Mao Zedong, Deng Xiaoping avait développé une politique extérieure, c'est le profil bas. C'est-à-dire que c'est travailler discrètement, travailler dur, attendre son heure de gloire, et que lorsque l'heure est arrivée, revendiquer sa gloire. On appelle ça tout court le profil bas. Et quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, en fin 2012, début 2013, il a déclaré que la politique de profil bas était terminée désormais, sauf pour les États-Unis. Et puis, ça signifie aussi, depuis on le sait, la politique extrêmement agressive de la Chine dans la diplomatie désormais, et revendiquer sa position désormais de superpuissance aussi.
Et effectivement, il revendique désormais la gloire. Et que c'est pourquoi, en fait, c'était le moment de self-confidence, c'est-à-dire qu'en fait, la Chine, elle croit désormais fermement à sa puissance mondiale. À sa chance. À sa chance aussi. Ensuite, à l'extérieur, comment dire, nombreux pays, réprimer une population musulmane est facile à partir depuis cette date-là, au nom de lutte antiterrorisme. Ensuite aussi, à l'extérieur, nombreux pays, ils vont accepter facilement parce qu'eux-mêmes, ils acceptent la ligne de cette politique de lutte antiterrorisme. Et les pays musulmans, ils sont tous aux genoux de la Chine économiquement. Donc ils vont pas... il n'y a pas du tout il y aura pas de solidarité entre les pays musulmans puissants, disons, tout à fait. Et les Ouïghours. Tout à fait. Et ensuite, comment dire, à l'intérieur de la Chine, depuis 2001, la Chine avec sa biopolitique, les Ouïghours, ils ont montré les Ouïghours comme une population à exclure, une population ennemie, dangereuse. Et puis, voilà. Et d'autre part, comme vous l'avez souligné au début, la région ouïghour, le pays ouïghour, en réalité, derrière tout cela, c'est encore une fois ni la religion, ni la population. La question, c'est comment obtenir le territoire. Et que pourquoi ce territoire parce que ce territoire est extrêmement important. D'une part, le sous-sol extrêmement riche en gaz naturel, pétrole, coton, 85% de coton, et aussi de charbon, 40% de charbon. Et pareillement pour pétrole et gaz naturel. Et aussi, enfin, vous savez, en Chine, il y a 169 métaux rares qui sont extrêmement importants pour la nouvelle technologie d'aujourd'hui, pour tout ce qui est technologique, mais automobile aussi. Et 138 métaux rares se trouvent dans la région ouïghour. Ensuite, entre autres, la région ouïghour aussi, elle est au cœur du continent Eurasie. C'est une porte pour la Chine vers l'Europe via l'Asie centrale. Et que, étant donné que Xi Jinping, dès son accession au pouvoir, il a proposé le concept rêve chinois comme rêve américain. Et que Chinese Dream. Chinese Dream. Chinese Nightmare. Je crois que c'est plutôt ça. Tout à fait. Et comment arriver à ce rêve chinois? Il a proposé le fameux projet, la nouvelle route de la soie, One Belt, One Road. Et ce projet, il passe d'abord par la région ouïghour, que ce soit pour les routes terrestres, pour arriver à partir de l'Asie centrale jusqu'en Europe, mais aussi routes maritimes via le Pakistan voisin, par le port Gwadar que la Chine a investi. Et donc, c'est pourquoi la région ouïghour, elle est ultra importante pour la réussite de ce projet. Sauf que ce projet, il est le projet de Xi Jinping pour arriver la juvénisation de la nation chinoise, retrouver la gloire de la nation chinoise. Donc c'est un projet ethnocentriste, extrêmement dangereux. Depuis ce temps, d'ailleurs, en fait, depuis 1949 déjà, il y a une éducation patriotique extrêmement dangereuse, ultranationaliste en Chine, sachant que dans ce pays, il n'y a qu'une seule manifestation autorisée, c'est la manifestation anti-occidentale et anti-japonaise. Toute autre manifestation, c'est illégal, réprimé. Et donc, dans ce contexte-là, et depuis notamment l'accès au pouvoir de Xi Jinping, ce sentiment nationaliste, anti-occidental, anti-japonais, ultranationaliste, dans lequel, enfin, avec le rêve chinois qui exclut toute différence, donc, et qu'il n'y aura qu'une seule norme, qu'une seule culture, c'est la culture chinoise dominante, et tout autre est à exclure et détruire. Alors, vous parliez de Michel Foucault et de sa conception de la biopolitique, mais Michel Foucault avait aussi étudié une autre dimension du pouvoir qui est le panoptique, à partir de Bentham. Mais avec les nouvelles technologies, on a l'impression que ce peuple ouïghour est comme une éprouvette d'un nouveau moyen de contrôle, du contrôlisme, dont on parlera, dont on a parlé et reparlera dans cette soirée. Mais que le nouveau panoptique s'exacerbe dans des proportions absolument extraordinaires, méga orwelliennes, dans
dans le Ouïghour, hein, au Ouïghour, cette manière de contrôler la présence des gens, enfin, ce contrôle au faciès, ces algorithmes nouveaux qui semblent permettre de deviner même l'ethnie des uns et des autres. Et ça, je crois que c'est aussi important dans le message des Ouïghours au monde, c'est que arrive le danger d'un panoptisme comme on n'en avait encore jamais vu, et d'un contrôlisme dont peut-être votre peuple est la première victime dans l'histoire du monde. Absolument. C'est pourquoi, en fait, cette question ouïghour, beaucoup de gens peut-être pensent que en fait, les Ouïghours sont une population lointaine, etc. Mais la question, c'est que n'est pas seulement Ouïghours. Le danger n'est pas seulement pour les Ouïghours. Et que, effectivement, comme vous dites, la région ouïghour et le peuple ouïghour étaient un laboratoire. Simplement pour un nouveau totalitarisme. C'est l'image qu'on en a, et c'est l'image aussi que les Ouïghours, dont vous exceptionnellement, mettez en valeur dans les pays libres. Si je peux dire, rester libre. Exactement. Et pour que vous restiez libre, il faut que nous soyons libres en quelque sorte. Absolument, absolument. En réalité, dans ce monde globalisé, et que en réalité, en fait, on est tous liés. Donc, et que ce qui se passe pour les Ouïghours risque de se passer ailleurs. Pour d'autres populations. D'autant qu'en fait, depuis 2018, Xi Jinping ouvertement vante son modèle chinois, c'est-à-dire qu'un autoritarisme, totalitarisme, mais riche. Vous pouvez être riche, mais totalitaire. On l'a vu au moment de la crise de la Covid, où le règlement par la Chine a été parfois valorisé en Europe occidentale. Absolument. Trouvons qu'on soignait finalement bien mieux. On était vivants, morts psychiquement, mais vivants. Absolument, tout à fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs, enfin, comment dire, certains pays en Europe, comme l'Hongrie, pas loin, et aussi en fait la Pologne, ils vantent le modèle chinois. Il y a bien des pays qui accompagnent d'ailleurs physiquement ces fameux nouvelles routes de la soie. Absolument. Et d'ailleurs, en fait, la situation en Hongrie notamment, c'est extrêmement critique sur ce point de vue. Et qu'ils sont extrêmement, comment dire, les régimes autoritaires comme l'Hongrie, ils sont extrêmement intéressés par ce modèle aussi. C'est pourquoi, en fait, en réalité, le danger est juste à côté, juste à nos portes. Alors, qu'en est-il actuellement de la reconnaissance par la communauté mondiale et européenne et la France de ce qui se passe aux Ouïghours? Je crois que le Premier ministre chinois a fait une visite, ou le ministre des Affaires étrangères, je ne sais plus, a visité la France, je crois, récemment. Alors, est-ce qu'il y a une réaction de la France et de l'Europe par rapport à cette question? C'était extrêmement lent. La réaction est venue extrêmement lentement, parce que cette situation génocidaire dure depuis 5 ans. Et finalement, comme on le sait, et que les gouvernements, il faut dire, américains qui ont reconnu officiellement, ensuite par la suite, ça a été reconnu par un vote écrasant au Parlement canadien, au Parlement hollandais et au Parlement britannique. Et qu'en Belgique, c'est en cours. D'ailleurs, en fait, le 4 mai dernier, il devait y avoir un débat. Il y a eu un cyberattaque ce jour-là, donc ça a été annulé et ça va reprendre bientôt. Et en France, on est en train de faire cette démarche pour reconnaissance du génocide. C'est extrêmement important parce que, pourquoi génocide, nous avons expliqué. Au sens vraiment de la Convention de 1948. Absolument, selon la Convention de 1948. Et d'ailleurs, en fait, cette Convention qui contient 5 critères, depuis il y a eu plusieurs rapports juridiques qui confirment que la Chine a commis bel et bien les 5 critères de génocide. Et c'est pourquoi en fait on demande actuellement maintenant aussi à l'Assemblée nationale française de reconnaître le caractère génocidaire. Le 17 mai prochain, il y aura en fait un débat à Bundestag en Allemagne à ce propos également. C'est la reconnaissance de caractère génocidaire de ces horreurs est ultra importante, d'une part pour donner un espoir à cette population qui risque. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le génocide est en cours. Il n'est pas terminé. C'est pourquoi il faut dès maintenant reconnaître et prendre position et prendre des mesures pour que la même chose, le même résultat, la même fin n'arrive pas. On a déjà fait une fois, on a fermé les yeux, et ne fermons pas une deuxième fois, tout en sachant ce qui se passe. Et au Parlement européen, vous êtes soutenu par quelques députés européens. Exactement. Je crois que Raphaël Glucksmann, par exemple. Notamment, oui, il y a d'autres aussi.
Raphaël Glucksmann notamment, effectivement, en fait, depuis 1 an et demi, on mène beaucoup de combats avec beaucoup de campagnes Oui. pour les Ouïghours. Heureusement, il y avait lui, et voilà, on va y arriver. En tout cas, l'opinion européenne est au courant, et en partie grâce à vous, et au travail considérable que vous faites, et que vous continuerez de mener à partir de cet Institut Ouïghour d'Europe. Pouvez-vous nous en dire un mot de ce que vous souhaitez? Je crois qu'il n'a pas encore de lieu d'établissement, mais on espère que vous y arriverez très vite. Et comment voyez-vous cette vie de cet institut qui a vocation tout de même à prospérer et à faire entendre ce message si puissant pour le monde? On insiste, pas uniquement pour une communauté humaine, et d'ailleurs ce serait le cas, ce serait important, mais qu'en plus se joue là, à titre, comme on l'a dit, un peu d'éprouvette, une chose qui nous menace, nous les humains, au début du XXIe siècle. Tout à fait. Avant l'Institut Ouïghour d'Europe, on était une association des étudiants ouïghours au nom de Ougouz depuis 2009. On a organisé beaucoup de festivals de la culture ouïghour et notre vocation, ça a été avant tout, c'est toujours avant tout, c'est la défense de la langue et de la culture ouïghour, extrêmement importante pour la culture mondiale. Et c'est une civilisation extrêmement importante. Mais depuis 2017, nous avons eu d'autres vocations, d'autres responsabilités élargies vu la situation tragique des Ouïghours. Et que actuellement, non seulement en fait, la civilisation est en train de partir, et aussi toute une population qui risque. Parce que vous le savez très bien, lorsqu'en fait il y a millions d'une population, par millions, ils sont concentrés dans des camps de concentration, on le sait. Le résultat. C'est pourquoi en fait notre responsabilité, nos tâches sont élargies et que désormais depuis 2019, notre travail c'est sensibiliser l'opinion européenne, notamment française, autour de ce sujet pour que les gens connaissent le danger et fassent tout pour que en fait, la fin d'un génocide n'arrive pas. Donc c'est une tâche extrêmement immense et importante, lourde. Nous sommes en fait, nous avons très peu de moyens, nous n'avons même pas un lieu, et que nous sommes tous des bénévoles, et nous avons en fait nos propres vies, nos propres travails, mais on doit faire tout cela, donc c'est extrêmement difficile, et sans moyens, sans un sou. C'est pourquoi enfin, nous avons demandé aussi en fait, à l'État français de nous venir en aide, et que de nous donner, attribuer au moins un lieu. Ça a été accepté et nous attendons toujours l'attribution d'un local à Paris. Et ensuite, on demande également à tout un chacun, à toute personne, de venir nous aider par différents moyens. Ça peut être économique, ça peut être intellectuel, ça peut être, enfin, comme on dit en ouïghour, chez les Ouïghours, si tu n'as pas de bon pain, donne-moi ta bonne parole. Au moins, donnez-nous votre bonne parole pour nous encourager si vous n'avez pas comme d'autres moyens. Voilà, donc enfin, nous avons besoin de soutien parce que nous avons vraiment, nous voulons l'aide européenne, l'aide des Européens, l'aide des États européens, notamment de notre France. Ben écoutez, Lynn Reilhan, c'est tout à fait émouvant, et le Centre MEDEM, en raison de son histoire, que vous avez évoquée un peu, ne peut pas rester insensible, évidemment. Donc ce que je vous propose, c'est que, assez régulièrement, vous puissiez venir à MEDEM pour nous mardi soir, peut-être que Raphaël Glucksmann acceptera de participer à une soirée, et assez vite, pour que nous puissions savoir comment évoluent vos efforts, et vers quelle lumière quand même, j'espère, ils mèneront, et ceci, on l'a bien compris, avec l'aide de tous. Ce ne sera pas un miracle qui descendra du ciel, mais une prise de conscience globale. J'espère que cette soirée autour du contrôlisme avec Paul Mémy aura servi pour quelques-uns. Elle sera diffusée, votre parole sera sur le site, et j'espère que de proche en proche, et assez vite, eh bien une prise de conscience suffisante fera que vous trouverez votre lieu, d'où plus d'efficacité. Et si nous voulons éventuellement faire une conférence dans votre lieu, ben, nous vous en demanderions la permission et nous en serions extrêmement ravis. Merci beaucoup, Lynn Reilhan, et puis à bientôt, sans aucun doute. Merci beaucoup.